séquence suivante est consacrée à la manière d'adapter les tissus pavillonnaires aux enjeux climatiques et sociaux. Donc, il s'agit bien de se poser la question de lutter contre les passoires thermiques et de s'assurer que les habitants aient les moyens d'entretenir leur maison et d'y vivre, tout simplement, de ne pas y avoir trop chaud ou trop froid, tout en évitant que l'intensification urbaine ou tout simplement le fait d'habiter là, de plus en plus nombreux, détruisent la biodiversité. Donc voilà, deux questions extrêmement importantes et un peu antinomiques aussi. Donc la réflexion porte sur les habitants, mais aussi sur les paysages, sur les sols, sur la biodiversité. Et donc, Monsieur Bruyet, je commence par vous. Bonjour. Ancien maire d'Arcueil, donc vous avez aussi un paysage dans la ville que vous avez gérée de pavillons. Exact. Il y avait à peu près entre 20 et 25% de l'habitat pavillonnaire dans une ville qui, par ailleurs, comptait 46% de logements sociaux. Et donc, est-ce que vous considérez aujourd'hui que les combats contre l'étalement urbain qui ont débuté avant la loi climat et résilience, puisque dès la loi SRU, c'était refaire la ville sur la ville quand même, ont porté leurs fruits aujourd'hui? Force est de constater que non. Donc on a eu... j'ai participé avec certains ici, dont Eric, je salue, à la construction de la métropole en tant qu'institution. Et il y a toujours eu un débat sous-jacent et non traité sur la question de l'intensification de la métropole. Donc nous avions un discours officiel qui était un discours qu'il fallait la métropole la plus dense pour éviter l'étalement urbain. Résultat, de mon point de vue, nous avons intensifié et densifié la métropole, mais nous n'avons pas empêché l'étalement urbain. Donc on a eu peut-être deux désagréments simultanés. L'intensification est très utile, hein, elle permet d'accéder à des services plus aisément, etc. Donc moi, je ne suis pas du tout opposant à l'intensification. L'étalement urbain est beaucoup plus problématique. Et du coup, je pense d'ailleurs qu'on ne peut pas se poser la question du pavillonnaire dans la métropole du Grand Paris, indépendamment de la localisation du pavillonnaire. Moi, j'étais un maire dont les services de la préfecture ont contesté le PLU parce que je protégeais le tissu pavillonnaire. Je protégeais pour deux raisons. D'abord, une raison sociale. Quand vous avez 46% d'habitats sociaux, plus l'habitat social de fait dans du bâtiment privé, le pavillonnaire, c'était un peu l'équilibre social de ma commune. C'était l'endroit où s'installaient plus aisément les bobos. C'était d'abord un pavillonnaire ancien avec des gens âgés, quasiment un pavillonnaire de l'autoconstruction, enfin, qui datait du début du XXe siècle. Mais c'était aussi l'endroit où s'installaient les psychiatres, les toubibs, etc., qui venaient de Paris. J'appelais ça les parqueuillets, d'ailleurs, les Parisiens qui venaient habiter à Paris, parce qu'ils pouvaient avoir, dès lors qu'ils avaient des enfants, deux chambres en plus. Mais nous, ils nous contribuaient à un équilibre social qui est nécessaire aussi. Quand on fait de la ville, c'est quand même mieux d'avoir une diversité sociale à tout point de vue. Et puis, il y avait un deuxième objectif qui faisait que je défendais le pavillonnaire, c'était un objectif écologique, parce que le pavillonnaire, dans mon tissu urbain, c'est quand même beaucoup d'espaces non artificialisés. Et je peux vous dire aujourd'hui, je suis au Sénat, il y a un débat sur Lausanne qui est un débat très, très vigoureux, avec une tentation de beaucoup, notamment d'élus d'autres régions que la région parisienne, de remettre en cause l'obligation de la non-artificialisation. Il n'empêche, c'est un sujet énorme, la non-artificialisation. Voilà. Donc, le pavillon à Arcueil, à 1 kilomètre de Paris, hein, je ne parle pas du périurbain. Personnellement, je ne souhaite pas qu'on continue à étaler des couches pavillonnaires en périurbain, mal desservies par ailleurs, etc., qui obligent les gens. Mais je constate qu'en tous les cas, l'intensification n'a pas empêché l'étalement urbain de se faire. Et quand vous parlez d'intensification, vous parlez de tissus pavillonnaires qui mutent en logement collectif ou de tissus pavillonnaires qui se densifient un petit peu? Ou de transformation d'ailleurs d'autres... non, les deux. Il y a quand même eu beaucoup de ZAC dans la métropole du Grand Paris. J'en ai commis quelques-unes d'ailleurs et j'ai intensifié également ma ville. Parce que c'est utile dans les équilibres pour avoir de l'emploi, pour avoir de la recette fiscale. Quand on est maire, c'est assez utile si on veut mener des politiques culturelles, sociales ou autres, si vous voulez. Donc l'intensification s'est faite par
des grands projets pilotés par les territoires, notamment les ZAC, mais elle s'est fait aussi énormément dans le diffus, sans d'ailleurs qu'on le voit toujours. Enfin, moi je le dis, j'étais surpris à un moment donné en travaillant avec des urbanistes ou des écoles, de mesurer à quel point le tissu pavillonnaire était en train de changer. Et d'ailleurs, on a pris des mesures au PLU plus protectrices, parce que sous l'effet de la hausse des valeurs foncières, les promoteurs immobiliers regardaient le tissu pavillonnaire comme la poule aux œufs d'or. Et ils rachetaient 3-4 pavillons, ils remembraient tout ça si ce n'était pas interdit par le PLU. Et vous aviez un petit immeuble collectif qui s'installait, là où avant vous aviez 2 pavillons. Il y avait une grosse culbute. On faisait miroiter d'ailleurs aux propriétaires des pavillons des valeurs foncières incroyables, quoi, qui étaient sans commune mesure avec la valeur réelle de leur pavillon. Parce qu'au fond, ils intégraient ce qu'on fait dans une ZAC, c'est-à-dire le prix de vente à la sortie, et ça leur permettait d'acheter. Ça contribuait aussi pas mal à la spéculation foncière sur la métropole, je pense. Je crois que c'est pas tout à fait fini. On peut en parler encore au Non, présent. non, je ne suis plus maire, mais j'ai un peu le sentiment que ça continue. Merci beaucoup, Monsieur Lemoine, donc maire de Montfermeil, vice-président de la métropole du Grand Paris, délégué à l'économie circulaire, collaborative, sociale et solidaire. Tout ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots le tissu pavillonnaire de votre territoire et surtout par qui il est habité? Alors, très rapidement, Montfermeil est à 15 km du périphérique. Pour les lettrés, c'est la rencontre de Jean Valjean et de Cosette, puisque l'auberge des Thénardier était chez nous. Il était, ce pavillonnaire, jusqu'il y a 10 ans, au regard d'une ville qui a connu les émeutes et qui a fait l'objet d'un renouvellement urbain extrêmement intense à 350 millions d'euros, 1000 démolitions, 1000 reconstructions. C'était la zone d'appui sur laquelle on savait pouvoir être tranquille en termes social, urbains, de sécurité, de niveau scolaire, etc. Jusqu'il y a 10 ans. Sauf qu'il y a une bascule, effectivement, une bascule démographique, sociologique, culturelle dans le pavillonnaire, et qui est devenue aujourd'hui les nouveaux terrains de la politique de la ville. Cet après-midi, je reçois monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a déjà 10 ans, j'avais obtenu, dans le cadre de la loi Lamy, l'histoire des carroyages pour ceux qui connaissent ça, 3 carreaux pour permettre aux pavillonnaires de venir compter dans la population, compter en politique de la ville. Et là, ces carreaux-là se sont multipliés par 2. Bien. Alors que partout ailleurs, là où historiquement je suis en politique de la ville, il y a stabilisation de la population, de la situation, pardon, alors que c'est dans le pavillonnaire qui est en train de s'effondrer sur le plan des ressources, de l'insécurité, des niveaux scolaires, des problèmes effectivement de suroccupation, de surendettement, de sous-location, etc. Et donc c'est vraiment là, et c'est pour ça que j'avais tiré déjà la sonnette d'alarme il y a quelques années, et la PUR a saisi la balle au bon, je les remercie, et c'est Jean-François Carinco qui m'avait poussé en 2018 à pousser une étude sur un angle d'approche en direction du pavillonnaire à travers la rénovation énergétique. Puisque je dirais, il n'y a aucun autre outil à ce jour, sinon ceux qui ont été inventés après avec les PFIF, la CIFAE, les bailleurs sociaux, par la préemption de tous les pavillons qui étaient susceptibles de devenir, je dirais, la proie des marchands de sommeil, pour anticiper le problème et pouvoir redonner ensuite du logement social ou une petite opération immobilière calculée. Voilà, donc c'est vraiment aujourd'hui des territoires qui, à certains endroits, je ne dis pas partout, qui sont en pleine mutation et qui méritent que l'on s'en occupe de manière extrêmement diverse. Et je suis extrêmement sensible à l'étude qui a été faite. Il y a sans doute à la continuer ou à la perfectionner sur l'aspect sociologique des choses. J'entends la question sur les jardins tout à l'heure. Oui, j'ai vu la très belle brochure. Ça, c'était vrai, ça pouvait être vrai assez communément il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, notre grand désespoir, c'est de voir des nouveaux arrivants qui, je dirais, bétonnent, gravillonnent, coupent la végétation de manière systématique. C'est presque un réflexe culturel. Et donc, tous les atouts écologiques que pourrait receler le pavillonnaire sont en train de s'amoindrir. Donc, obligé dans le nouveau PLUI, par exemple, de mettre sur des cœurs d'îlots, des emplacements réservés ou tout un tas de bricolage, parce que ce n'est pas forcément prévu dans les textes, mais on s'arrange, pour pouvoir préserver la végétation, un certain nombre d'arbres. On n'a pas le droit de classer les arbres si la parcelle fait moins de X mètres carrés, etc. Enfin, je vous passe les détails. Bon. Et on trouve des subterfuges pour protéger ce qui recelait une réelle richesse. Voilà. Et pour qu'on comprenne bien, donc l'évolution
chez vous de ces quartiers pavillonnaires, c'est pas de la gentrification, c'est plutôt de la paupérisation. Alors, depuis 2-3 ans, il y a un début de gentrification parce que par ailleurs, sur les autres quartiers de la ville, il y a eu un tel investissement collectif de la part de l'État, de l'ANRU et autres, que l'attractivité de la ville redonne aux pavillonnaires, je dirais, petite santé. Mais le dispositif qui est parti il y a 10 ans, enfin l'évolution qui est partie il y a 10 ans, continue à produire ses effets, continue. Voilà, donc j'ai en gros un double pavillonnaire, en fait. Et maintenant, on arrive à avoir quartier par quartier le pavillonnaire qui se gentrifie, et puis celui qui continue à baisser, à couler. Et on le voit dans les écoles, on le voit sur la délinquance, on le voit sur le revenu médian, on le voit partout. Donc maintenant, et là, cet après-midi, nous allons défendre des périmètres dans le pavillonnaire en politique de la ville. C'est du jamais vu. Hein. Donc, pour devenir quartier prioritaire de la politique Absolument. de la ville Absolument. et avoir donc possibilité éventuellement de démolir, de reconstruire, Alors, ça me permet, je dirais, de bénéficier de moyens financiers pour accompagner ces populations sur tous les accompagnements sociaux nécessaires. Donc là, c'est juste pour activer la tirelire. Après, oui, on en est là. Avec la suppression de la taxe d'habitation et tout le reste, enfin, je ne vais pas vous faire un couplet là-dessus, mais c'est un vrai sujet. C'est une vraie tromperie qu'on a eue de la part de l'État sur la suppression de la taxe d'habitation. Et surtout pour des villes qui construisent, c'est mortifère. C'est un autre sujet, mais ça en fait partie. Pareil, non, après, c'est comment prévenir, c'est mettre tous les outils de préemption, les outils du permis de louer, le PREP, le parcours rénovation énergétique performant du pavillonnaire, parce que les gens se resolvabilisent. Alors, les passoires thermiques, c'est un vrai sujet. On a vu les dates de construction du pavillonnaire, et c'est ce qui explique la qualité ou la non-qualité technique de ces pavillons. Et les gens se resolvabilisent en louant les combles, les garages, les sous-sols. Et donc, si, le PREP a pour ambition de pouvoir aider, le maire reste un tiers prescripteur pour convaincre les gens de passer à l'acte pour les travaux, sauf que c'est particulièrement complexe et le résultat n'est pas forcément au bout. Et donc c'est au niveau des territoires qui ont la compétence développement économique, constituer des équipes d'artisans qui apprennent à travailler ensemble pour que, in fine, la performance énergétique soit au rendez-vous et que les prix soient quand même tenus. Et il faut solvabiliser tout ça. Et donc c'est par l'intermédiaire des réseaux des ALEC, et la métropole vient puissamment aider les ALEC, les agences locales de l'économie agence locale d'économie de je sais pas quoi, et climat, pardonnez-moi, pouvoir solvabiliser les familles avec tout le dispositif qui est extrêmement complexe si on est seul à le mobiliser, mais qui devient un peu plus facile à mobiliser grâce aux ALEC. Et c'est vraiment le maire qui est le tiers prescripteur, et on va à domicile, on fait des bilans, on fait des réunions, on fait des balades thermiques, on fait un tas de... gros travail de sensibilisation, ce qui permet de passer à l'acte. Et à ce moment-là, les gens retrouvent, je dirais, un usage normal de leur pavillon. Ce dernier reprend de la valeur et ils sont moins obligés de se resolvabiliser par des moyens détournés. Alors, le permis de louer est venu réguler, non pas limiter, mais réguler les conditions de location pour éviter, je dirais, les pièges de l'insalubrité qui produisent des dégâts sociaux, familiaux très rapidement. Mais ce n'est qu'un pis-aller. Oui, parce que la grande différence quand même avec l'ANRU et le logement social auquel l'ANRU s'intéresse habituellement, c'est que là, on est dans de la propriété privée. On est dans la propriété privée, on est dans le diffus, c'est très difficile à périmétrer. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est vraiment les maires qui sont en première ligne, par la bonne connaissance qu'ils ont de leur population et des réalités des fois extrêmement cachées. Voilà. Et donc c'est tout cet outil que j'essaye de promouvoir auprès de la métropole, c'est déjà fait, auprès de l'État qui s'en est déjà saisi, mais qu'il faut pouvoir intensifier, en plus de toutes les autres panoplies que j'ai très rapidement citées, pour pouvoir intervenir le plus en amont possible, et ensuite dans le curatif qui est extrêmement coûteux et complexe. Donc c'est pour ça qu'il faut être le plus possible dans le curatif. Nous avons été avec la CIFAE et avec les FIF site expérimental pendant des années, et voilà. Donc ça nous permet d'être très en amont des difficultés. Puis après, il faut y aller, quoi. Parce qu'il y a un vrai business dans le pavillonnaire, il y a un vrai business. Enfin, je dirais, voilà. Donc là, il faut être à la manœuvre. Et donc, c'est le rôle de la collectivité de contrôler via le permis de louer, etc. Mais c'est le rôle de la collectivité aussi d'inciter, en plus de l'État, en plus de l'ANA,
ces travaux, de les soutenir, de vérifier qu'ils sont faits c'est de la dentelle en fait. C'est toujours de la pareil, dentelle. L'intervention dans le pavillonnaire, c'est de la dentelle. La complexité aujourd'hui pour entamer avec sécurité sur le résultat technique et sur l'aspect financier est telle qu'il faut pouvoir accompagner les personnes. Et que le tiers de confiance prescripteur, ça reste le maire, c'est encore une personne qui a la confiance de sa population, et il faut en profiter. Et ça, c'est un travail effectivement de dentelle, ça nécessite des équipes, ça nécessite des moyens, mais enfin, c'est rien comparé au drame que l'on a dans le pavillonnaire et qu'il faut pouvoir prévenir. Moi, je suis un polytraumatisé des copropriétés des années 60, du renouvellement urbain. Les émeutes de 2005, c'était Clichy-Montfermeil quand même. Donc ça nous a servi de leçon. Le logement social de fait sur nos communes, on sait, mais le logement social de fait dans nos communes, enfin en tout cas dans la mienne, c'est pour partie le pavillonnaire. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est vraiment bougé, on continue de se bouger. Enfin, je reprends toutes les discussions que j'ai pu avoir avec la Pure là-dessus, avec Jean-François Carinco à l'époque, pour leur dire, mais intéressez-vous aux pavillonnaires, ça ne fait pas de bruit aujourd'hui, mais vous allez vous réveiller avec de nouveaux territoires en grande difficulté. Ça y est, je pense que la réflexion est lancée, les outils commencent à apparaître, et puis voilà, on va y aller. J'ai l'impression de recommencer les choses comme il y a 20 ans, quoi, c'est pas grave. Merci. Le problème d'il y a 20 ans n'est pas tout à fait résolu néanmoins. Mais voilà. Monsieur Bruyé, tout à l'heure vous parliez, et Monsieur Lemoine en a parlé aussi, des jardins, donc de ces surfaces qui sont considérées aujourd'hui comme non artificialisées, dans le premier texte du ZAN, et donc qu'on peut réinvestir. Or, il y a une discussion en ce moment pour faire évoluer ce texte, et je ne sais pas quel est votre point de vue, mais certains défendent l'idée de les considérer comme non artificialisés, donc de ne plus pouvoir y construire quoi que ce soit, puisque ce serait considéré comme de l'extension urbaine. Donc est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là-dessus ? Bon, il y a un débat qui est surtout au Sénat très vigoureux sur ce sujet du ZAN, avec notamment les représentants des régions plus rurales qui disent vous êtes en train de nous empêcher tout développement, toute évolution, etc. Et il n'y a pas un texte qui passe au Sénat sans qu'il y ait une attaque en règle contre le ZAN. Et le ZAN, c'est un peu comme les ZFE. Le sujet de la ZFE, c'est pas de gérer la circulation, c'est d'éviter de la pollution. Le ZAN, c'est de garantir la vivabilité de nos territoires dans le futur. Donc, moi, je suis écologiste, et mon groupe est évidemment très attaché à la défense du ZAN partout, y compris quand on construit des centrales nucléaires, on débat de l'industrie verte, des gros sites industriels. Il faut compenser. Si on utilise... Et il y a d'ailleurs des endroits utilisés qu'on appelle les friches. On parle toujours des villes comme si c'était des... Dans les villes, il y a beaucoup de friches aussi, qui sont des endroits mobilisables. C'est sans doute plus compliqué de construire sur une friche, ou plus coûteux, plutôt que de s'étaler et d'aller chercher des terrains vagues. Mais donc, il faut à tout prix éviter la consommation des terres, parce que les terres agricoles, les forêts, le non-bâti, les espaces de biodiversité sont des enjeux majeurs de la vivabilité de notre pays comme de notre planète. Donc, ça n'est pas un petit sujet. Donc, les écologistes défendent on ne touche pas au ZAN, on respecte le ZAN. Au Sénat, il y a un amendement qui est passé pour dire, au fond, pour toute ville, vous aurez droit à 1 hectare à réutiliser. Évidemment, pour la métropole du Grand Paris, on pourrait d'ailleurs donner 1 hectare, ça ne serait pas dramatique. Mais moi, je défends donc qu'il faut, en tous les cas, interdire la poursuite de l'étalement urbain par ces lotissements pavillonnaires qui continuent à manger des terres agricoles dont on va avoir une ardente nécessité. Ça, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Enfin, non, disons ici. Non, tout le monde. J'ai interrogé des maires du périurbain et j'ai quand même l'impression qu'il y en a qui facilitent encore la construction et l'arrivée de nouveaux habitants en faisant du lotissement et de l'étalement urbain. Donc non, tout le monde, ça n'est pas vrai. Non. Et notre pays est celui qui consomme le plus de terres en Europe aujourd'hui. Nous avons un rythme d'utilisation des sols non bâtis 4 fois supérieur à la proportion du développement du nombre d'habitants. Donc il y a un gros problème. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'ici, dans le contexte de métropole et de densification, enfin d'avenir du tissu pavillonnaire, l'idée, c'est pas de l'étaler, mais c'est peut-être de construire dans des vides qui existent. Alors, on est d'accord. Et moi, je me distingue de certains de mes collègues
j'allais dire provinciaux écolos, en disant que quand on est dans les cœurs de métropole, les jardins doivent être considérés comme des terrains non artificialisés. Parce qu'évidemment, ils rendent des services. Quels sont les 2 problèmes climatiques majeurs pour la métropole du Grand Paris? Enfin, il y en a 3, parce que l'isolation thermique, ce n'est pas un problème en soi, mais c'est un énorme problème pour les émissions de CO2 du bâti ancien. Mais les 2 problèmes sont les îlots de chaleur urbains. Tout à l'heure, on a vu une photo qui est très significative de ce que ça représente. Mais ça, c'est des îlots de chaleur. C'était en 2019, je crois, la photo. Mais il y a un rapport qui vient d'être rendu, Paris à 50 degrés. C'est-à-dire que les chaleurs terribles qu'on a connues peut-être en 2019 ou en d'autres années seront les chaleurs habituelles des années qui viennent. Donc, il faut lutter contre les îlots de chaleur urbains. Deuxième sujet majeur pour la métropole, le risque inondation. Ça, les élus de la métropole le connaissent bien. Et quelles sont les réponses à ça? Eh bien, ce sont des réponses de renaturation d'abord. Parce que sur les îlots de chaleur urbains, vous pouvez remettre des ventilateurs chez tout le monde, des climatiseurs, etc. Et vous allez aggraver considérablement le problème, réémettre du CO2. Enfin, donc, ça n'est pas une solution. Je disais souvent à Patrick Ollier, on m'a présenté une technologie de très haute performance, très peu coûteuse face aux crises climatiques et notamment à l'îlot de chaleur urbain. Ça absorbe du CO2, ça dégage de l'oxygène, ça rend les gens heureux. Ça s'appelle un arbre et c'est validé par des millions d'années d'expérience. Comme je suis écologiste, il ne suffit pas de planter des arbres, il faut plutôt recréer des écosystèmes, des continuités, des corridors, etc. Mais il n'empêche que préserver partout où le sol n'est pas bâti, c'est essentiel. C'est aussi une condition sur l'eau. On parle beaucoup des nappes phréatiques qui ne se rechargent pas. Mais évidemment, si tout est imperméabilisé, passage, une terre agricole d'agriculture intensive, c'est quasiment une terre imperméabilisée aussi, où l'eau ruisselle, etc. Ce n'est pas un sol très vivant. Donc ce qu'il faut, c'est redonner des sols vivants. Donc là encore, quand vous avez un bout de pelouse bien tondu à ras, etc., la vie du sol est assez limitée. Quand vous avez soit un potager, soit des arbustes, des arbres, des plantations fleuries, etc., la vie du sol est plus importante. Donc je pense qu'il y a un sujet pour tous les élus, pour tous les maires, de montrer, d'inciter en tous les cas, d'encourager. Mon maire actuel a pris une très bonne initiative. Il a dit il faut planter un arbre à chaque naissance. Et donc, c'est symbolique, mais je trouve que ce n'est pas idiot du tout. Ça dit quelque chose de l'avenir. Et quand on voit le nombre de naissances, ça dit aussi une façon de renaturer les villes, de revégétaliser les villes, qui est vraiment un enjeu essentiel. Ne rien consommer ce qui n'est pas bâti. Et du coup, dans le pavillonnaire, je vous entendais, bien sûr qu'il faut plutôt surélever qu'utiliser les fonds de parcelles. Parce qu'en surélevant, on peut effectivement peut-être accueillir un étudiant chez une dame âgée qui vivait toute seule et résoudre un problème de logement qui est quand même un problème aussi. Mais en allant manger un fonds de parcelle, on a un bénéfice écologique qui est proche de zéro, ou même qui est plutôt négatif, qui est plutôt l'inverse de ce qu'on recherche. Voilà. Parce que sinon, la solution pour avoir plus de pleine terre éventuellement ou de terre, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire supprimer des pavillons et les remplacer par un petit collectif qui est plus dense, plus haut, et qui loge plus de monde. Mais dans ce cas-là, on touche au tissu pavillonnaire qu'on peut voir disparaître. Moi, j'ai initié, puis j'ai quitté, donc je n'ai pas fini un projet qui était un projet de densification en plein centre-ville, mais avec la création d'un jardin public. Mais il y a un problème, si vous voulez. La nature ne paye pas de droit à construire. Et donc, quand vous voulez, dans un territoire de première couronne, construire un parc, il n'y a que la puissance publique qui peut le payer. Et donc, pour le payer, il faut qu'elle densifie beaucoup pour avoir la capacité de le payer. Et donc, on a un vrai sujet. Donc, c'est un modèle. On peut accepter sur une zone pavillonnaire d'avoir un bâti plutôt dense et puis un parc à côté. C'est une solution qui est tout à fait vertueuse et qu'on peut défendre. Mais c'est une solution qui ne se fait quasiment jamais. Pourquoi ? Parce que quand le promoteur arrive, le maire regarde à la fois, évidemment, et d'abord la qualité urbaine, mais il arrive que les maires aient des légers défauts et qu'ils regardent aussi le bilan financier. Et donc, parce que ça peut rapporter des crédits pour rénover une école, etc. Et donc, parfois, dans le bilan financier, sur quoi on tape au moment où il faut trouver des équilibres ? On va quand même diminuer un peu la part non bâtie,
qui, elles, ne rapportent rien. Et on va essayer d'augmenter un peu le nombre de mètres carrés bâtis. J'avais publié une tribune lorsque j'étais vice-président de la métropole, qui disait la métropole demain sera verte ou invivable. Et elle appelait à obliger tous les promoteurs ou les aménageurs, je vois, à consacrer au moins 5% du budget d'aménagement à de la renaturation ou de la naturation. En fait, si le privé ne contribue pas à renaturer la ville, il n'y aura pas de renaturation de la métropole. Parce que le privé, c'est 80% de ce qui se passe dans le territoire métropolitain. Donc il faut que les objectifs soient fixés par la puissance publique, par les élus, par la politique, en termes de renaturation, en termes de place des arbres, en termes de lutte contre les îlots de chaleur urbains, de lutte contre les inondations. Mais il faut que le privé soit à nos côtés. D'ailleurs, ils y sont prêts, hein, parce que franchement, leurs clients leur demandent plutôt d'avoir des espaces qui soient moins minéraux et plus agréables à vivre, etc. Bon, encore faut-il que le cadre législatif et réglementaire y incite plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Une dernière question qui s'adresse à chacun d'entre vous. En fait, on ne peut pas parler d'intensification urbaine sans parler de mixité sociale. En tout cas, ça me paraît lié. Comment est-ce qu'on intègre le logement locatif social, le logement social, dans ces tissus-là qui sont, comme on le disait tout à l'heure, des océans de propriétaires privés? C'est un vrai sujet et un sujet de fond et complexe. Sur la ville de Montfermeil, je refuse, lorsque c'est possible, de ne constituer des résidences qui ne comporteraient que des logements sociaux. Et je suis tenu aux 25% comme tout le monde, parce que l'absence de vision patrimoniale dans l'usage du bien facilite un certain nombre de légèretés dans la manière de l'appréhender et de le traiter. On va dire ça pudiquement. Mais ce sont des centaines des dizaines de millions d'euros que les bailleurs passent tous les ans dans l'entretien indu d'un patrimoine qui n'est pas vu avec une vision patrimoniale. Vous avez un patrimoine social de maison? Alors, justement, j'y viens. Donc maintenant, quand c'est du collectif, c'est 2 tiers d'accession à la propriété, 1 tiers de social, de telle manière que ce soit les 2 tiers des habitants qui ont une vision patrimoniale en achetant, puisque je ne veux pas d'investisseurs sur ma ville, je veux que des propriétaires occupants, qui donnent le là en termes de comportement, et il y a une espèce d'autorégulation sociale, et on s'aperçoit que la qualité, en tout cas l'entretien du logement social, là où il est mixé avec l'accession, est plus facile, plus aisé que lorsqu'on a uniquement du logement social seul. Acte 1. Acte 2, historiquement, pour différentes raisons, tout le logement social est au même endroit de la ville. Donc on est sorti de copropriétés dégradées qui sont devenues logements sociaux, mais avec le reste des logements sociaux, bon, donc mon centre-ville est d'un 2e PRU à lui tout seul. Bon, donc il faut que je puisse disperser le logement social, celui que je dois construire au fur et à mesure, ailleurs. Et donc c'est maintenant dans le pavillonnaire. Et donc il faut s'assurer d'abord de la qualité architecturale de ce que l'on va faire, de la rigueur de la gestion que le bailleur acceptera de mettre pour qu'il n'y ait aucun dérapage et que ce soit en termes d'acceptabilité que ça se passe bien, parce qu'après ce sera des recours sur les permis si les choses se passent mal. Et on peut mettre progressivement sur des petites unités du logement social dans le pavillonnaire, mais si effectivement tout ceci est bien accompagné, bien expliqué et bien suivi. Et donc on a ce qu'on appelle les équipes de la GUSP, ça fait pas très joli, gestion urbaine et sociale de proximité, qui nous permettent de nous projeter sur ces opérations-là et de vérifier que tout va bien et que si ça ne va pas, on soit extrêmement réactif pour revenir en direction des habitants ou du bailleur pour lui dire bah, là c'est pas possible. Et aujourd'hui, le logement social peut se répartir dans le pavillonnaire sous des petites opérations collectives éventuellement s'il le faut. Le parcellaire de base à Montfermeil est de 500 mètres carrés, ce qui permet, je dirais, des capacités à construire qui excèdent, je dirais, les besoins d'un seul pavillon. Donc on peut disséminer et ça se passe plutôt bien. Voilà. Et je continue à le faire ainsi et à essayer. Voilà. Et tout le monde y trouve son compte, les locataires y trouvent leur compte, les bailleurs m'en redemandent et c'est plutôt une bonne chose. Et les petites opérations, c'est combien de logements? 10, 15. Un peu moins des fois lorsqu'on est sur des préemptions.
Hervé, il est à 15 km du périphérique, nous on est à 500 mètres. Et bon, moi, dans les opérations qu'on a fait, on a fait une en rue, où on a... Mais c'était vraiment pour moi un affichage quasi politique et pédagogique. En démolissant une barre, on a construit une cité paysagère. Et ouais, c'était une volonté d'affirmation, parce qu'il y avait une grande opposition à toute démolition de logement social qui peut s'expliquer par ailleurs. Hein. Enfin, moi, j'ai reconstruit plus de logements sociaux, je n'en ai détruit évidemment, mais je voulais montrer que le logement social n'était pas condamné non plus à être des barres d'immeubles comme on l'a fait dans les années 60, parce qu'il y avait un chemin de grue, parce qu'il fallait construire vite, etc. Et donc qu'on pouvait faire du logement social avec jardin ou avec terrasse plantée. Donc, allez voir cette cité paysagère. Je suis désolé, le nom de l'architecte ne me revient pas. Sont deux frères, mais bon, ça me reviendra. Donc, on peut faire du logement social en pavillonnaire, mais honnêtement, en première couronne, bon, franchement, je l'ai fait comme un témoignage, c'est quand même très compliqué. Par contre, il faut faire du logement social, et la métropole du Grand Paris ne sera pas non plus 100% pavillonnaire. C'est la première ville pavillonnaire de France, j'ai entendu ça, c'est un bon argument, mais enfin, on ne peut pas l'imaginer non plus seulement pavillonnaire. Donc, ce que je veux dire, moi, c'est il faut faire du logement social. Un petit message amical. Il y a beaucoup de gens dans le logement social qui entretiennent très bien leur logement, qui vivent très bien, qui sont très modestes, mais aussi très bien élevés, etc. Mais par contre, le drame, nous, à 1 kilomètre du périphérique, c'est que si on ne construit pas de logement social, c'est toute la vie sociale qui s'effondre. J'ai beaucoup travaillé avec les hôpitaux grâce au Conseil de développement du Val-de-Marne. On a fait une étude sur la capacité de recruter dans les hôpitaux. Vous savez que c'est un problème énorme. Il y a des hôpitaux dont des services ferment parce qu'il n'y a plus d'aides-soignants ou d'infirmières disponibles. Mais pourquoi il n'y a pas d'aides-soignants ou d'infirmières disponibles? Parce que quand vous habitez à Arcueil, le mètre carré, aujourd'hui, il est à 6 000 €. Et c'est 3 000 de moins qu'à Montrouge, la ville d'à côté, etc. Mais à ce prix-là, évidemment, il n'y a pas une aide-soignante ou un aide-soignant qui est capable d'acheter, évidemment, à Arcueil. Et donc, ça n'est que le logement social qui permet, ou le logement social de fait, qui permet de loger ces personnels. Mais si vous n'avez plus d'aides-soignants, d'infirmiers, de garagistes, d'artisans, vous n'avez plus une ville. Et puis vous vous dites, c'est étrange parce que les gens qui travaillent à l'hôpital en 3-8, ils n'ont pas non plus des transports en commun s'ils habitent au fin fond de la Seine-et-Marne, etc. Donc quand on pense la ville, il faut forcément penser de façon holistique. On ne peut pas traiter les sujets un et puis oublier l'autre. Donc bien sûr, les sujets, je suis écolo, les sujets climatiques sont majeurs, mais les sujets d'équilibre sociaux, je suis aussi écolo pour ça d'ailleurs, sont aussi majeurs. Et puis les sujets de services, de desserte, de transport collectif. Enfin, donc la ville, et c'est ce que nous montrent à chaque fois les études de l'APUR, le travail de la métropole du Grand Paris, ce que travaillent les archis, les urbanistes. La ville, c'est au fond un écosystème. Et donc il faut permettre à l'écosystème de bien vivre et de se développer. Donc on a effectivement besoin de logements sociaux, et je suis malheureux quand je vois un certain nombre de mes collègues, c'est pas le cas de Xavier du tout, mais un certain nombre de mes collègues qui refusent d'avoir des logements sociaux. Je pense qu'ils ne mesurent pas à quel point la métropole, par sa gentrification, est en train de prendre des risques pour sa capacité future de résilience, de maintien de l'ensemble de ses services.